À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la presse, les différentes associations de presse du Sénégal ont trouvé une occasion pour illustrer les différents facteurs qui menacent la liberté de presse. Une presse qui connaît de jour en jour une descente aux enfers. À Ziguinchor, la coordination des associations de presse a tenu un sitting, à l'issue duquel un mémorandum a été remis au gouverneur. Sous diverses formes, la liberté de la presse est sérieusement menacée. Plusieurs facteurs illustrent cette crise des médias au Sénégal. D'abord, l'environnement économique. Ensuite, la situation sociale des travailleurs. Les menaces sur la stabilité du pays, la gestion de la maison de la presse et le code de la presse. Dans la région de Ziguinchor, ils sont nombreux les correspondants de presse à ne bénéficier ni de traitement salarial, ni d'assurance, encore moins de couverture maladie. Beaucoup d'entreprises de presse ne cotisent pas à l'EPRES pour la retraite des travailleurs des médias ou à la caisse de sécurité sociale. La presse mérite l'attention des pouvoirs publics. Il est grand temps que l'État et les acteurs travaillent à la mise en place d'un plan national pour sauver la presse, puisque ce secteur est victime d'absence de politique structurante. L'aide à la presse. L'aide en soi est problématique. Non seulement les 700 millions de francs CFA alloués annuellement aux organes de presse sont insignifiants, mais sa répartition constitue une vraie nébuleuse. La suppression depuis 2012 et sans explication de l'aide aux correspondants régionaux, acquis sous l'Ancien Régime et qui permettait aux correspondants d'améliorer leurs conditions de travail, est venue précipiter cette descente aux enfers de la presse. La liberté d'informer est certes respectée au Sénégal. Par contre, il faudrait en toute évidence accorder plus de considération à la presse et valoriser les conditions de travail des journalistes. Ma présence aujourd'hui, c'est pour soutenir la presse, comme tout le monde l'a fait tout à l'heure. Et parce que vous nous êtes indispensables, en réalité, pour faire passer nos messages, pour informer, avec le droit à l'information d'ailleurs, pour tout le monde. Et c'est vous, justement, qui pouvez le faire. Et vous le faites, parfois même au péril de vos vies. Ces actions, parfois, sont dangereuses. Pourquoi? Parce que vous révélez un certain nombre de choses nocives pour la population. Et il faut avoir ce courage pour le faire. C'est vrai qu'on vous critique souvent parce que... Mais où est-ce qu'on ne trouve pas de brebis galeuses? Où est-ce qu'on ne les trouve pas? Mais la majorité. Et pour l'information que nous avons, nous en sommes assez contents. Il y a le code de la presse. Et souvent, beaucoup de gens s'en émeuvent. Parce que pour trop de liberté. C'est vrai que trop de liberté tue la liberté. Mais il y a un certain nombre de choses qui, dans ce code de la presse, vous libérerez énormément. Ça ne veut pas dire qu'on vous laisse carte blanche. Moi, je suis d'accord pour que l'on n'enferme pas à bout de champ. Mais quand quelqu'un, quand même, pour certaines connivences, déraille, il doit être remis dans le bon chemin. Ça, c'est une réalité. Et je suis sûr que tout le monde est d'accord pour cela. C'est pour cela qu'il faut adopter ce code et très, très rapidement. Ça, c'est surtout pour cette raison que je suis venu vous soutenir. Le constat, c'est qu'en fait, l'État a beaucoup fait, mais il se trouve que jusqu'au moment où nous parlons, il y a beaucoup de manquements. Il y a en fait une demande qui est encore très forte par rapport aux besoins de la population. Alors, qui voudrait encore plus d'écoles et d'écoles de qualité qui répondent aux normes et standards. Nous avons partagé sur ça. Nous avons constaté aussi qu'il y a, parmi les édifices, il y a beaucoup d'abris provisoires. Il y a aussi des blocs administratifs qui manquent, des blocs d'hygiène qui manquent aussi pour l'essentiel, des écoles qui ne sont pas électrifiées, mais aussi des écoles qui ne sont pas du tout clôturées. Mais là aussi, après avoir souligné les difficultés, nous avons parlé aussi des perspectives avec un certain nombre de projets qui s'activent dans la région, à savoir le PAEPK, mais aussi le projet d'urgence pour la modernisation des infrastructures, le PIMA. Il y a aussi le programme d'urgence aussi de l'État qui est mis en exécution. Mais aussi, il y a le BCI, le budget consolidé d'investissement, qui, nous le croyons fortement, avec leur mise en œuvre, permettront de résoudre un certain nombre de problèmes le long de la bande frontalière, notamment, et surtout à Makouda aussi. 2h20 de débat pour tenter de rallier les indécis et les abstentionnistes.
Ce soir à 21h, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'opposeront lors du traditionnel débat de l'entre-deux tours qui sera diffusé sur TF1, France 2 et BFM TV. Par tirage au sort, Marine Le Pen ouvrira le débat. Le candidat d'En Marche est toujours favori avec 59% des intentions de vote, mais il perd 2 points au profit de Marine Le Pen depuis l'annonce des résultats du premier tour. Elle est simple, elle est claire. C'est le parti Emmanuel Macron, de l'anti-France. C'est François Hollande qui veut rester. Pas de présentateur vedette cette année, mais les chefs du service politique de France 2, Nathalie Saint-Cric et de TF1, Christophe Jacubizine, ils ont préparé une 60aine de questions. Nathalie Saint-Cric souhaite une clarification sur un certain nombre de dossiers, notamment celui de Whirlpool. Nombreux sont les déçus du premier tour, 29% des électeurs ne souhaitent la victoire d'aucun des deux candidats. J'ai jamais vu ça, c'est la confusion totale. Même pour moi personnellement, je déciderai que quand je rentre à l'isoloir. C'est une impasse. D'un côté comme de l'autre, ça finira mal. Il y aura des troubles sociaux, beaucoup de manifestations, personne ne sera content. Je suis un peu pessimiste. Les 2 tiers des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour se sont positionnés pour l'abstention ou le vote blanc lors d'une consultation. Ils avaient le choix entre vote pour Emmanuel Macron, vote blanc ou nul et abstention. Il s'agissait de leur premier entretien téléphonique depuis les frappes américaines contre le régime syrien le 4 avril dernier. Donald Trump et Vladimir Poutine ont accepté de faire tout leur possible pour mettre un terme à la violence en Syrie et de faire pression pour un cessez-le-feu général. Une discussion commentée depuis le département d'État par le chef de la diplomatie américaine. Pour Rex Tillerson, ici en compagnie du ministre saoudien des Affaires étrangères, présent à Washington pour une série de pourparlers avec les responsables de l'administration Trump, l'échange téléphonique entre les présidents russes et américains a été riche de détails et très constructif. Une conversation productive donc pour trouver une issue au conflit syrien alors que sur le terrain l'horreur est encore quotidienne, comme ici à Kafr Batna, une ville située à l'est de Damas et qui a été la cible de violents raids aériens meurtriers ces dernières heures. Poumon de l'économie ivoirienne, la filière de cacao est secouée par la dégringolade des prix mondiaux. En dépit d'une hausse de la production estimée à 350 000 tonnes, ce cacao peine à trouver preneur. À l'occasion de la fête du travail, le président ivoirien a rassuré les agriculteurs. Il dit vouloir mettre en place des réformes afin de soutenir ce secteur. La baisse brutale de 40% du prix du cacao nous a obligés, je dirais, à baisser le prix d'achat aux paysans de 1100 francs à 700 francs. Et je peux dire que cela est très douloureux pour le président que je suis. Et j'ai une pensée particulière pour nos parents paysans. Mais je tiens à les assurer que le gouvernement est déterminé à les soutenir. Comme premier ajustement, le président a annoncé la réduction des dépenses non compressibles. Les budgets de l'ensemble des ministères ont été réduits de 5 à 10%. Le secteur du cacao est vital pour l'économie ivoirienne. Il représente 15% du PIB et plus de 50% des recettes d'exportation selon la Banque mondiale.